Ebola et Marburg. Deux mystérieux virus qui mettent les corps en lambeaux et tuent 9 personnes infectées sur 10. Que se passera-t-il quand ces tueurs microscopiques arriveront dans votre ville ? L'histoire que vous allez voir est une fiction, mais la partie scientifique est réelle. Imaginons que nous sommes après-demain, quelque part dans la jungle ougandaise. Le gouvernement des États-Unis a envoyé un médecin pour résoudre le mystère d'un meurtre médical. S'il réussit, il pourra arrêter l'assassin avant que d'autres victimes ne souffrent puis meurent. Comme tous les enquêteurs, il suit une piste. Il cherche des indices dans un passé proche. Mais bon sang, qu'est-ce qui se passe? Je suis infecté? « 48 heures plus tôt, dans une base militaire tout près de Washington, D.C., un officier des forces spéciales américaines revient d'une mission en Ouganda. Il voyage léger. Il n'a qu'un sac à dos et son arme. Il en impose. Mais ce qui fait peur chez lui, c'est ce qui se cache sous sa peau. Un virus est entré dans son corps. En ce moment, il se trouve dans les vaisseaux capillaires. Il est pratiquement invisible entre les plaquettes d'hémoglobine. Le virus Ebola. Il ne mesure que 80 nanomètres. Difficile d'imaginer à quel point il est petit. Cependant, il cause d'énormes ravages. Sa forme allongée contient une séquence génétique qui force le corps humain à s'autodétruire. Après des mois de combat dans la jungle et un long vol pour rentrer chez lui, le soldat croit que sa mission est finie. En fait, au cours des prochaines 48 heures, les choses vont devenir de plus en plus graves. Soyez le bienvenu, monsieur. Salut! Comment ça va, soldat? Quand t'es rentré? Aujourd'hui? Qu'est-ce que t'as à la main? Tu devrais voir l'autre mec. Tu viens boire 2 ou 3 bières plus tard? Ça me va. Le soldat épuisé se méprend sur sa fatigue. Il la met sur le compte du décalage horaire entre l'Ouganda et les États-Unis. C'est le premier échelon vers la dégringolade biologique. Ebola n'est que la moitié d'une petite famille de virus appelée les filovirus. Le virus de Marburg est l'autre membre du clan. Tous les deux causent des fièvres hémorragiques, qui de toutes les maladies sont probablement les plus effrayantes. Marburg et Ebola vous détruisent de l'intérieur, réduisant votre corps en un amas de sang et de bouillie. Ces virus sont hautement mortels. Ce sont des maladies tueuses comme la peste et la fièvre jaune qui conduisent au décès de 20% des personnes qu'elles touchent. Le terrifiant virus de la variole a un taux de mortalité de 30%.
Les filovirus peuvent tuer de 50 à 90% des personnes infectées. Jusqu'à présent, les virus d'Ebola et de Marburg sont des prédateurs qui sévissent surtout sur les populations de Centrafrique. Il semblerait que ces virus se cachaient au fond de la jungle et que des incursions en forêt tropicale les ont fait sortir au grand jour. Les scientifiques soupçonnent les filovirus d'avoir émergé il y a des milliers d'années. Le virologue Peter Jarling a étudié le virus d'Ebola et de Marburg pendant plus de 10 ans. Il n'y a pas d'autres virus dans la nature comme cela. Ils semblent primaires et doivent exister depuis très longtemps, parce qu'ils n'ont pas pu évoluer à partir de quelque chose d'autre. Il y a des spéculations. Certains fléaux bibliques pourraient avoir Ebola comme origine. Ces virus sont sans doute anciens, mais ce n'est que récemment que la race humaine a pris conscience qu'ils existaient. Marburg a été découvert en 1967, quand un groupe de singes utilisé pour la recherche en laboratoire a infecté des chercheurs yougoslaves et d'autres à Marburg, en Allemagne. Comme d'habitude avec les virus, la maladie a été nommée d'après le nom de l'endroit où les premiers cas ont été détectés. Ebola est apparu en 1976, tuant 280 des 318 personnes atteintes. Ebola Zaïre porte le nom d'une rivière du pays que l'on nomme maintenant République démocratique du Congo. C'est encore là que le pourcentage de morts est le plus élevé. Le virus a disparu pendant 20 ans et a refait surface au milieu des années 90. Il continue de décimer les villes africaines à quelques années d'intervalle. 3 autres souches d'Ebola ont aussi été identifiées. Ebola Soudan, Ebola Côte d'Ivoire et Ebola Reston. Ensemble, elles ont infecté et tué près de 2000 personnes. La souche de Marburg, considérée un certain temps comme étant la moins dangereuse des filovirus, a prouvé récemment qu'elle était aussi mortelle que sa cousine zaïroise. Au début du XXIe siècle, Marburg apparaît parmi les mineurs du Congo et tue 128 jeunes infectés sur 154. Une autre épidémie de Marburg commence à la fin de 2004 et tue plus de 300 personnes en Angola, dont beaucoup d'enfants. Personne ne sait comment ces épidémies ont commencé. En réalité, pendant plusieurs mois, les Angolais ne se sont même pas rendus compte qu'ils avaient affaire au virus Marburg. Au début, la plupart des cas furent diagnostiqués comme étant le paludisme, la typhoïde ou la fièvre jaune. Jusqu'à aujourd'hui, les épidémies dues à Marburg et à Ebola ont été confinées au centre de l'Afrique. Les cas qui se sont présentés en dehors de l'Afrique sont le résultat d'accidents de laboratoire. Cependant, tôt ou tard, quelqu'un apportera ces maladies à la ville et elles se propageront au reste du monde. « 19h. L'officier reçoit un visiteur. Je me suis dit que tu n'étais peut-être pas occupé. Bienvenue à la maison. Le bienvenu, oui. La propagation d'Ebola se produit par un échange de fluides corporels. Une toux ou un postillon peuvent être fatales pour celui qui reçoit les gouttelettes de salive. Alors, un contact intime avec une victime d'Ebola s'avère très dangereux. Pendant que le soldat dort, le filovirus gagne du terrain à l'intérieur de son corps. La période d'incubation d'1 semaine de l'Ebola Zaïre est terminée. « 8 heures. Le soldat est de retour aux États-Unis depuis moins de 24 heures. Le virus Ebola qu'il a rapporté d'Afrique se reproduit à une vitesse terrifiante. Les premiers symptômes d'Ebola sont un sérieux mal de tête, des nausées et des douleurs dans tout le corps.
Le soldat sait qu'il est malade, mais il ne sait pas encore à quel point. Il souffre d'une forte fièvre et d'une grande fatigue. Il pense peut-être qu'il a le paludisme ou la typhoïde, ou la pire gueule de bois de sa vie. Son sang ne coagule plus normalement. Du sang coule de son nez, de sa bouche et de ses yeux. Il va peu à peu sortir par tous les orifices de son corps. Cette souffrance intense n'est qu'un effet secondaire du vrai problème. Ses organes vitaux se désagrègent. À l'intérieur de son foie, de petites fissures apparaissent. Des caillots bloquent l'ensemble des vaisseaux capillaires qui transportent le sang. Les parois de ces vaisseaux éclatent et le sang s'écoule à l'extérieur. Cela se produit aussi hors du foie. Très vite, l'hémorragie va se répandre dans tout son corps. Tandis que l'infection s'étend à son cerveau, sa léthargie et sa désorientation empirent d'autant. Quand des maladies mystérieuses s'attaquent aux soldats, l'Institut américain des recherches contre les maladies infectieuses, le USAMRIID, trouve les causes et parfois les traitements. Cet institut se trouve à 60 km de Washington, D.C. Jusqu'en 1969, c'était le centre du programme des armes biologiques des États-Unis. À présent, cette installation sous haute surveillance a une mission opposée. C'est là que des médecins luttent contre les agents pathogènes les plus dangereux du monde. Les soldats américains sont présents partout sur Terre. La mission du USAMRIID est de les protéger, ainsi que quiconque, contre les maladies qu'ils pourront rencontrer en chemin. Le danger des recherches sur les tueurs microscopiques, comme Ebola, ne doit pas être sous-estimé. Si tous les virus étudiés ici se retrouvaient libres, leur force destructrice combinée serait sans doute impossible à stopper. Les laboratoires du USAMRIID sont conçus pour que ce cauchemar n'arrive jamais. Ces mêmes laboratoires se répartissent en 4 zones de sécurité biologique. Les niveaux de biosécurité les plus faibles, BSL 1 et 2, traitent les agents non létaux, tels que la rougeole, les oreillons et les rhinovirus, responsables du rhume le plus commun. Le laboratoire au niveau de sécurité 3 étudie les organismes qui causent des maladies graves ou mortelles, mais pour lesquels des vaccins ou des traitements sont disponibles, tels que la peste, la rage et la tuberculose. Une pression d'air négative à sens unique piège les germes dangereux et les garde à l'intérieur. Dans BSL 3, les spécialistes doivent toujours porter des blouses protectrices et des gants. Il y a ensuite le niveau 4. Un niveau si dangereux que l'air et l'eau qui servent au laboratoire sont pompés continuellement pour être surchauffés afin de tuer tous les germes. BSL 4 manipule les virus chauds, des spécimens vivants d'agents pathogènes tels que la variole, l'anthrax et Ebola. Des maladies mortelles hautement contagieuses pour lesquelles il n'y a aucun traitement. Les chercheurs assez courageux pour travailler ici doivent au préalable recevoir des douzaines de vaccins et des mois de formation avant d'être admis de l'autre côté du sas. Ils travaillent en combinaison spatiale avec une arrivée d'air individuelle. Travailler ici requiert des nerfs d'acier, une petite déchirure ou le trou d'une aiguille dans la combinaison et c'est s'exposer à une terrible mort. Le docteur Peter Jarling, chercheur expérimenté du USAMRIID, connaît les dangers de l'étude d'Ebola. Il n'existe aucun traitement. Il n'y a pas de vaccin, aucun moyen n'a été trouvé pour atténuer les effets d'Ebola.
Alors, travailler avec ce virus, c'est accepter que si j'entre en contact direct, j'ai toutes les chances d'en mourir. Pour empêcher que cela n'arrive, les travailleurs du BSL-4 suivent une procédure de décontamination et de protection très stricte. D'abord, ils se déshabillent et passent dans une série de sas. Ils prennent une douche avant d'attraper un pyjama propre et d'enfiler leur combinaison spatiale. Ils portent des pyjamas pourpres quand ils entrent, qui seront stérilisés à leur sortie. Les combinaisons spatiales sont fabriquées dans du plastique polyéthylène épais. Quand le technicien est dans la combinaison, il respire de l'air purifié pompé à travers un tuyau. Ce tuyau le maintient en vie. S'il est débranché, le technicien a 4 minutes pour se brancher à une autre arrivée d'air. Après ça, il a le choix entre s'étouffer ou dézipper sa combinaison, laissant entrer ce qui traîne dans l'air. Ensuite, il y a une autre douche. C'est une pulvérisation d'ammoniac chaud. Quand il a fini de travailler, ce soldat doit répéter entièrement la procédure dans l'autre sens. Peter Jarling a passé la plus grande partie de sa carrière au niveau 4. Travailler dans une combinaison spatiale est certainement une façon difficile de gagner sa vie. Le plus grand inconvénient, c'est le bruit de l'arrivée d'air, qui est persistant. Cela rend difficile toute communication, impossible de parler au téléphone. Cet air est aussi très sec, vous avez donc tendance à vous déshydrater, mais vous ne pouvez pas boire beaucoup, pour des raisons très évidentes. Il faut aussi que chaque technicien sache où sont ses tuyaux d'arrivée d'air, afin de ne pas les confondre avec ceux des autres travailleurs du labo, ou de s'accrocher dans l'équipement du labo. C'est donc très encombrant et franchement astreignant. Faire de la recherche signifie travailler avec des lames et des aiguilles. Ce qui est à la base dangereux le devient encore plus quand il s'agit d'un laboratoire de niveau 4 rempli de micro-organismes tueurs. Depuis son ouverture en 1969, personne au USAMRIID n'est mort d'une exposition à un agent infectieux. Mais il y a eu une vingtaine d'expositions accidentelles à des maladies mortelles, y compris Ebola. Un accident au niveau 4 signifie une longue période à passer au mitard. Une cellule de quarantaine fermée depuis l'extérieur. Durant des décennies, peu de gens connaissaient la mission médicale hautement périlleuse du USAMRIID. Puis, Ebola est arrivé aux États-Unis. En réalité, je n'ai jamais travaillé sur le virus Ebola jusqu'à ce qu'il nous tombe dessus pendant l'épidémie Ebola Reston. En fait, le virus Ebola était le seul que je ne voulais pas manipuler. Il me terrifiait plus que tous les virus combinés. En 1989, une ferme d'élevage aux Philippines envoya 100 singes aux États-Unis. Ils atterrirent dans un laboratoire de recherche médicale à Reston en Virginie, pas loin de Washington DC. Rapidement, les singes se mirent à mourir sans raison apparente. Troublés, les chercheurs du laboratoire envoyèrent du sang et des tissus prélevés sur les singes morts au USAMRIID. Peter Jarling testa les mystérieux échantillons. Il découvrit une nouvelle souche d'Ebola. Jarling fit parvenir ses conclusions à C.J. Peters et au chef du service pour une évaluation. Jarling ressentit un sentiment qu'il appelle le stade anxiogène. Le plus grand stade anxiogène se fit sentir quand Peter Jarling me montra un micrographe d'électrons avec Ebola Variants et qu'il me dit « Nous venons de sortir ça d'un singe qui se trouve à 40 km d'ici, à Reston, Virginia. » J'avoue que mes cheveux se sont dressés sur ma tête. Parce qu'on n'aime pas savoir que ces choses sont si proches de la maison. Un agent pathogène de niveau 4 se cache dans les environs de la capitale des États-Unis. Voici un virus qui semble être l'un des plus mortels que nous connaissons. Il tue des singes et se propage parmi les singes. Est-ce que les humains sont en sécurité? Que va-t-il se passer si un humain se fait infecter avec ce virus? Eh bien, nous n'avons pas eu envie de le savoir. Nous avons donc recommandé la désinfection de la maison des singes. Le laboratoire a tué les singes infectés. Mais les autres singes qui n'étaient pas avec eux ont commencé à mourir à leur tour.
Cette nouvelle était alarmante. Cela signifiait que cette nouvelle souche d'Ebola pouvait se propager par voie aérienne. Ebola Reston tua 100% des animaux contaminés. S'il s'était échappé de l'immeuble et avait infecté des êtres humains, l'inimaginable se serait produit. Peter envoya une équipe du USM Reed pour éliminer tous les singes et nettoyer le laboratoire. Voici les rares photos de la petite unité militaire médicale qui a risqué sa vie pour assainir la zone critique. Après avoir tué tous les singes de l'immeuble, l'équipe a frotté toutes les surfaces du laboratoire à l'eau de Javel. Ensuite, ils ont fait brûler du formol pendant 3 jours pour tuer toute trace du virus. Mais ce n'était pas fini. 4 des chercheurs du laboratoire furent testés positifs au virus Ebola. Il y avait 4 infections humaines. Aucune d'elles n'était symptomatique. Et nous avons fini par découvrir que ce virus était bien moins grave pour les humains que le type classique de virus d'Ebola. La première épidémie d'Ebola Reston est circonscrite, mais le virus lui-même est toujours en liberté. En 1992, Ebola Reston a de nouveau frappé un laboratoire de recherche en Espagne. Puis en 1996, le virus a tué d'autres singes de laboratoire au Texas. Le traçage du virus de ces 2 épidémies ont mené aux Philippines. Comment une maladie qui sévit en Afrique peut-elle infecter des singes en Asie du Sud-Est? Les enquêteurs n'ont jamais découvert la vérité. Les transporteurs et les fournisseurs de singes se sont montrés réticents pour donner des informations précises. Dans l'espoir d'arrêter le virus tueur, tous les singes des fermes d'élevage des Philippines furent euthanasiés. Oui, ils sont venus et ils ont tué tous les singes. Même les bébés. Ils les ont tués. C'est complètement fou. Tuer les singes infectés et les populations à risque a stoppé l'épidémie. Mais qu'arrive-t-il quand la maladie attaque les hommes? Troisième jour, 15 heures. Le soldat qui vient de rentrer a dormi plus d'une journée. Diamond! Diamond, ouvre! Diamond! Je sais que t'es là. Allez, tu m'as bien eu hier soir. Réveille-toi! Regarde-moi. Tu sais où t'es? Regarde-moi. Regarde-moi. Tu sais ce qui s'est passé? Il n'a aucune idée de ce qui ne va pas. Et bien que la logique lui recommande de garder ses distances, sa bienveillance le pousse à aider un frère d'armes en souffrance. Mais une bonne action ne reste jamais impunie. Le sang du soldat contaminé répand le virus Ebola. Quand on touche un patient infecté par Ebola, on est à quelques microns d'un pool de virus infectieux. S'il y a la moindre égratignure ou éruption cutanée, il est intensivement exposé au virus infectieux. Il faut t'emmener à l'hôpital, mec. Allez. Reste avec moi. Allez, reste avec moi. Allez. Allez, allez, on continue. Yeah, you're looking for Megan. 15 heures. Une infirmière! Il me faut une infirmière! Veuillez signer ici. Non, je signerai pas! Oh, il saigne. Aidez-moi! Appelez quelqu'un! Docteur! Une infirmière!
Le virus Ebola a semé la destruction dans le corps du soldat en l'espace de quelques jours. Aidez-moi! Faites quelque chose pour l'aider! À l'intérieur, l'hémorragie massive a détruit tous les tissus des organes vitaux du soldat. Les autopsies sur les victimes d'Ebola sont souvent frustrantes, car les dommages internes sont si importants qu'il n'y a plus rien à étudier. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Laisse-le allonger, mais ne laisse pas sa tête en contact avec le sol. D'accord, je fais de mon mieux. Décolle sa tête du sol. Je fais de mon mieux. Le sang prend tellement de chemin. Par exemple, les fins capillaires des yeux. Une fois que le microvirus entre dans un nouvel hôte, plus rien ne peut l'arrêter. L'infection et la mort suivent de près. Voilà, c'est bon, je tiens sa tête. Ouais, c'est bon. J'ai sa tête. C'est bon. 1 millilitre de sang humain contaminé peut contenir entre 10 000 et 1 million de particules virales. Les médecins de la base militaire ont immédiatement soupçonné un virus hémorragique. Leur premier geste, isoler toute personne exposée au virus, les décontaminer par des douches et les mettre en quarantaine pendant des semaines pour les tester. Peu de gens voient ce confinement d'un bon œil. Mais la décontamination et l'isolation sont les étapes essentielles dans la stratégie élaborée pour enrayer les épidémies d'Ebola. Les hôpitaux dans les nations riches ont l'équipement et la formation pour gérer ce genre de catastrophe. Mais la situation dans les dispensaires africains est épouvantable. Maintenir des conditions stériles dans ces hôpitaux est extrêmement difficile. L'argent est rare et parfois les cliniques économisent en réutilisant les aiguilles. Un moyen sûr de transmettre le virus d'un patient à l'autre. Les victimes d'Ebola sont souvent entassées dans des salles et entourées de leurs proches non protégés. Il est simple pour le virus de se propager aux visiteurs. Les infirmiers et autres personnels sont aussi une proie facile pour le virus et ils le transmettent aux autres patients. Les épidémiologistes appellent ça l'amplification, lorsque de mauvais soins médicaux favorisent une épidémie. Les épidémies d'Ebola commencent généralement avec quelques cas isolés. Ils deviennent malades dans une ville ou un village et ils répandent le virus chez les gens qui prennent soin d'eux. Parfois, l'un d'eux va à l'hôpital et dans un hôpital africain où il n'y a ni gants, ni combinaisons, ni masques, aucune précaution n'est prise. Vous avez là le plan parfait pour une transmission rapide du virus. La maladie va continuer d'être transmise tant que tout le monde ne sera pas parti ou mort. Il n'est donc pas étonnant que tous ceux qui travaillent dans le secteur médical soient souvent rejetés ou attaqués pendant les épidémies. Les villageois voient que beaucoup de malades qui vont à l'hôpital n'en ressortent pas vivants. Certains croient que les cliniques répandent Ebola et Marburg délibérément pour accroître leur chiffre d'affaires. Les facteurs culturels n'aident pas non plus. En Centrafrique, la blouse blanche portée par les médecins est considérée comme un symbole de sorcellerie. Ces peurs ont amené les gens à cacher leurs malades et leurs parents mourants des équipes de secours. Le problème ne s'arrête pas avec la mort de la victime. Le virus peut survivre pendant des semaines dans un corps. La cérémonie funèbre est une cause majeure d'infection. Ebola est un virus pernicieux où que ce soit, et en tout temps. Mais le niveau de vie dans les régions pauvres rend les choses vraiment plus graves. On a encore beaucoup à faire pour adapter nos connaissances aux hommes. Et je crois qu'il est dangereux de laisser ces épidémies se multiplier en Afrique, pour des raisons telles que les ressources ne sont pas suffisantes ou des perturbations sociales nous empêchent d'intervenir.
Si les médecins comprennent à quoi ils ont affaire, ils agiront immédiatement pour contenir l'épidémie. Dites-moi ce qui m'arrive. Je suis infecté ou pas? Hey, je sais que vous êtes là. Si notre scénario devenait réalité, le soldat qui a été exposé à Ebola finirait enfermé dans une cellule de niveau 4. Il serait gardé ici, isolé et sous observation constante, jusqu'à ce qu'il soit déclaré en bonne santé, ou jusqu'à ce qu'il meure. Pendant ce temps, les médecins de BSL-4 vont analyser son sang. Cet échantillon sera mis sous un microscope électronique, une caméra suffisamment puissante pour photographier les atomes et les virus. Et voici ce qu'ils trouvent. Une particule d'Ebola Zahir. Pendant que le laboratoire scrute le virus, l'équipe qui enquête sur les épidémies retrace les faits et gestes du soldat. Comme les enquêteurs sur une scène de crime, ils cherchent des indices pour résoudre le mystère du meurtre biologique. Où a-t-il contracté cette maladie? Était-ce une contamination accidentelle ou délibérée? En d'autres termes, le soldat est-il victime d'une guerre biologique? Ou a-t-il été exposé à Ebola dans la nature? Pendant combien de temps a-t-il été malade? A-t-il pu transmettre le virus à d'autres? Avec Ebola, chaque seconde compte. La source de l'infection doit être trouvée rapidement et circonscrite. Plus facile à dire qu'à faire. Plus il faut de temps pour découvrir l'origine du foyer d'infection, plus il y a de possibilités pour que ça tourne à l'épidémie. Heureusement, le soldat est resté sur la base militaire. Dans ce milieu très contrôlé, il est relativement facile de tout confiner et de décontaminer entièrement la zone. Pourquoi est-ce que c'est sur moi que ça tombe? En attendant, tous ceux que le soldat a vus doivent être retrouvés et mis sous observation jusqu'à ce qu'un test négatif au virus puisse être établi. Des gens survivent? Parfois? Y a-t-il des gens qui s'en sortent? Les examens ne sont pas bons pour l'ami du soldat. Le virus Ebola a infecté son foie. En dépit de dizaines d'années de recherche, tout ce qui concerne Ebola demeure un mystère. On croit savoir que la maladie sabote les défenses immunitaires en envahissant et en tuant les globules blancs qui combattent les infections. Le virus évite le système de défense immunitaire en s'introduisant dans le corps des macrophages, qui sont les officiers de patrouille du système immunitaire. Les macrophages nettoient les infections bactériennes, mais sont vulnérables au virus. Un macrophage ne meurt pas silencieusement. Il envoie une alerte rouge en vaporisant du cytokine chimique pendant qu'il voyage à travers le réseau sanguin. Normalement, l'alerte est donnée quand le cytokine apparaît. Tout le système immunitaire vient se joindre à la bataille. Mais quand Ebola attaque, quelque chose cloche. Le cytokine éclate et ouvre les parois des vaisseaux sanguins. Le sang s'écoule dans les tissus alentours. Ce cycle se répète jusqu'à ce que la victime perde tout son sang. Personne ne comprend encore pourquoi cela se produit. Mais nous savons qu'une fois que ce processus a commencé, l'hémorragie massive est pratiquement impossible à renverser. C'est comme une mesure diffuse de destruction envers des organes. La mort due à des milliers de coupures. Vous avez ces nombreuses, très nombreuses petites lésions dans tout le corps. Aux États-Unis, le but est d'arrêter le virus avant qu'il ne fasse d'autres victimes. Une équipe d'enquêteurs médicaux voyage en Ouganda cherchant la source, le foyer du virus. Le chasseur de virus vient armé d'une connaissance détaillée sur la façon dont le virus se propage et une foule de faits établis. Il sait qu'un capitaine a été infecté au cours de sa dernière patrouille avant de rentrer au pays. Le capitaine a attrapé le virus, mais pas les deux sergents qui voyageaient avec lui. Pourquoi? Il doit aussi déterminer s'il s'agit d'un accident isolé ou si cela fait partie d'une épidémie qui n'aurait pas été détectée jusqu'à ce jour. Le premier cas de la maladie s'est déclaré ici,
La piste a maintenant une semaine. Le médecin doit agir pendant qu'il reste encore des indices à glaner. Ici, c'est une région à problème, jusque-là dans le sud. Excusez-moi, monsieur. C'est là que nous avons trouvé le cadavre du rebelle. Il y avait beaucoup de sang? Oui, monsieur, sur la poitrine. C'était sûrement une attaque des rebelles. J'ai besoin de savoir exactement où il est allé. Tous les pas qu'il a fait durant cette journée. Chaque fois que les chasseurs de virus ont pu identifier les premières victimes d'une épidémie d'Ebola, ces victimes avaient souvent fait un long séjour au cœur de la forêt tropicale africaine. Autrefois, cette vaste jungle était presque impénétrable. Mais à mesure que les populations se sont accrues et que les ressources ont diminué, de plus en plus d'hommes se sont rendus dans les forêts primaires et secondaires. Le médecin est venu ici avec deux objectifs. Le premier, remettre en ordre la séquence des divers moments de la journée pendant laquelle le capitaine a été en contact avec l'infection Ebola. Le second, poursuivre le rêve de tout chasseur de virus, trouver l'insaisissable cachette naturelle d'Ebola, ce que les virologistes appellent son réservoir. Un réservoir est un animal, un insecte ou une plante qui porte un virus, mais qui ne tombe pas malade. Les problèmes commencent quand les formes de vie primitives sans immunité sont aussi infectées. Dans le cas d'Ebola, le réservoir naturel, qui est probablement un animal, passe le virus aux primates. Les singes en particulier succombent très vite à l'infection. Ils peuvent passer le virus Ebola aux hommes qui ont une biochimie similaire. Localiser le réservoir d'Ebola aiderait les médecins à étudier le cycle de vie de la maladie. Et peut-être trouveraient-ils une façon de l'éradiquer. Jusqu'à présent, leurs efforts ont été freinés par l'ampleur de la biodiversité de la jungle. Le virus d'Ebola est l'un des plus fascinants. Probablement parce qu'il est insaisissable. Son réservoir dans la nature est resté un mystère depuis toutes ces années. Et en dépit des efforts intensifs qui ont été faits pour aller dans les régions où la maladie avait frappé, et bien qu'on ait attrapé tous ceux qui rampent, marchent ou volent pour essayer d'isoler le virus, tous ces efforts héroïques n'ont connu que l'échec. En 1995, Ebola Zahir a refait surface et tué 250 personnes. En tant que chef du centre de l'unité de contrôle des maladies pathogènes spéciales, C.J. Peters est en première ligne pour trouver le réservoir d'Ebola. Nous avons pu retracer jusqu'au point que nous pensions être celui de l'infection d'origine, de l'homme qui avait commencé l'épidémie, le fameux patient zéro. Nous avons alors pensé que c'était facile, que nous savions qui c'était. Nous savions ce que ce type faisait, alors nous allions étudier tout ce qui le concernait. Finalement, ce gars-là vivait en ville. Il conduisait un vélo à travers des herbages jusqu'à une zone de forêt secondaire. Et pour rendre les choses plus difficiles, 2 jours par semaine, il poussait son vélo loin dans la forêt primaire. Et parfois, il y passait même la nuit. Donc il était exposé pendant la journée et la nuit dans la forêt primaire. Théoriquement, nous devions donc tout contrôler. Et quand vous commencez à vérifier tout dans les tropiques, vous avez des soucis à vous faire. Nous avons examiné tous les mammifères que nous avons attrapés, ainsi qu'environ 30 000 arthropodes. Nous n'avons trouvé aucune trace du virus Ebola. Le réservoir demeure un mystère. Personne n'en est certain, mais il y a un animal qui cadre dans le profil du réservoir d'Ebola. Les chauves-souris sont d'une espèce migratoire, suffisamment courante pour interagir avec l'homme, mais pas assez courante pour qu'Ebola apparaisse fréquemment. Elle pourrait être porteuse du virus. On soupçonne les chauves-souris parce qu'on croit savoir que plusieurs épidémies ont commencé dans des grottes. Il est possible que le guano des chauves-souris contaminées facilite la propagation de la maladie. Comme tout bon détective, le chasseur de virus flaire une piste et remet en place les pièces du puzzle. Cet enquêteur sait que le soldat infecté n'est pas allé à proximité d'une grotte. Mais il est rentré à la maison avec une entaille sur la main. Comment a-t-il eu cette blessure? C'est ici que les rebelles avaient leur camp. C'est là que le capitaine a été blessé.
Delta 2 et 3, ici Delta 1. Il y en a un qui vient vers vous. Une petite blessure insignifiante. Rien qu'un combattant aguerri ne regarde à deux fois. Mais l'entaille est suffisamment grande pour qu'une particule d'Ebola se soit glissée dans le réseau sanguin. Le chasseur de virus doit maintenant trouver comment et pourquoi c'est arrivé. Et aussi si quelqu'un d'autre a été exposé. Trois soldats américains dans la jungle ougandaise, prêts à combattre tout ce qui peut les frapper. Enfin, c'est ce qu'ils croient. Ici, l'ennemi le plus dangereux est quelque chose qu'ils ne voient pas et qu'ils ne peuvent pas combattre. Une chose qui se cache dans le sang. Le virus Ebola survit dans la peau et les glandes sudoripares de ses victimes longtemps après leur mort. Toutes les particules virales dans le sang de ce cadavre sont probablement inactives, mais elles peuvent être détectées. Le médecin soupçonne que le soldat a été infecté de cette façon. Quand il aura analysé l'échantillon, il aura la preuve. Le soldat a contracté Ebola par l'entaille qui est entrée en contact avec le sang du cadavre infecté. Mauvaise idée. Cela voudrait dire qu'Ebola Zahir est en cavale et que plusieurs décès locaux attribués à tort à la typhoïde et au paludisme pourraient être des cas d'Ebola, précurseurs d'une épidémie. Les villageois ne comprennent pas ce qui se passe. Ils croient que c'est le paludisme. Ce qui fait que la maladie se propage. Votre premier souci est de contrôler l'épidémie. Mais souvent, vous ne pouvez pas le faire car plusieurs de ces virus sont mal connus. Vous voulez en savoir plus sur la maladie pour accroître votre habilité à la contrôler et pour empêcher l'apparition de la maladie dans le futur. Mais une autre question demeure. Une question que se pose un militaire, mais pas nécessairement un civil. Est-ce de la malchance ou était-ce un acte de guerre? Le médecin doit réfléchir aux faits. Les forces spéciales américaines soutiennent le combat du gouvernement ougandais contre l'armée rebelle d'Ouganda. Les rebelles se cachent au cœur de la forêt, à l'endroit même où vit Ebola. Supposons que les rebelles ont découvert qu'un de leurs hommes était infecté. L'emmènerait-il dans un hôpital? Ou le tuerait-il d'une balle, laissant le cadavre infecté à l'ennemi? Ce serait en quelque sorte une guerre biologique au rabais. Ils ne seraient pas les premiers à utiliser Ebola comme arme de guerre. À Galveston, à l'Université du Texas, C.J. Peters dirige actuellement un service de pointe sur la biodéfense et les maladies infectieuses émergentes. Plusieurs des agents bioterroristes sont en fait des infections émergentes. Et elles sont un sérieux problème dans la nature. Je veux dire qu'on ne fabrique pas un virus. Il faut aller le chercher quelque part. Les armes biologiques possédées par les États sont illicites depuis le traité de 1972. Mais l'Union soviétique n'en a pas tenu compte. En 1991, elle a créé une souche du virus Marburg qui peut se propager par voie aérienne. Elle a fabriqué Marburg avec l'intention de le monter sur un missile de guerre destiné aux grandes villes américaines. Qu'est-il arrivé à cette production? On suppose qu'elle a été détruite en grande partie. Mais dans le chaos qui a suivi l'effondrement de l'Union soviétique, il est impossible d'en être sûr. Heureusement, il y a de bonnes nouvelles. Depuis l'épidémie de 1989, Peter Jarling et ses collègues ont travaillé sans cesse sur un vaccin d'Ebola. Il y a diverses stratégies pour produire des vaccins contre les virus. La plus simple est de mettre en culture le virus en grande quantité et de le rendre inactif d'une façon ou d'une autre, et utiliser le virus inactif comme vaccin. Nous avons fait cette démarche avec Ebola.
Bien qu'il ait pu protéger des petits modèles de rongeurs, souris et cobayes, il n'a rien fait pour les singes. Je dirais que nous sommes face à plusieurs cul-de-sac. Nous avons testé 10 différentes stratégies qui auraient dû fonctionner, mais qui n'ont rien donné. Après des années d'échecs, les chercheurs ont créé un vaccin qui immunise les singes et qui pourrait protéger les hommes. Le vaccin porte un virus Ebola inactif et le transmet au virus du rhume commun. La science est complexe, mais cette technique pourrait amener des solutions pour d'autres agents pathogènes qui semblent intouchables, comme le sida. Et si tout va bien, les soldats et les citoyens pourront être protégés d'Ebola. Mais d'ici là... Au secours, aidez-moi! On aime penser que ces choses se passent très loin d'ici et qu'il sera difficile qu'elles viennent jusqu'à un aéroport ou jusque là où nous sommes. Malheureusement, de nos jours, le monde entier n'est pas loin. Tous les endroits sur Terre sont bien plus proches que la plupart des gens ne pensent. Il nous reste à espérer que si nous sommes infectés, nous serons l'un de ces chanceux au système immunitaire capable de lutter contre ce terrible assassin.